Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bruno Odreski. Donc, bonjour Bruno Odreski. Bonjour. Bruno Odreski, vous êtes maître de conférence à l'Institut national des langues et civilisations orientales, membre du centre d'études de l'Europe-Eurasie. Et vous participez également à l'Observatoire géopolitique des espaces nationaux et internationaux de la Sorbonne Université Paris 4. Vous êtes directeur également de la publication du blog La Pensée Libre. Et vous publiez également quelques articles régulièrement sur le site internet Investigation de Michel Colomb. Donc on s'était rencontrés le 28 février pour revenir un peu sur les événements ukrainiens. Il y a quelques semaines, quelques mois qui sont passés. On n'avait pas vraiment de recul, mais aujourd'hui on va pouvoir parler avec vous de ce qui s'est passé donc le 21 et le 22 février. Avec donc le changement de gouvernement. Quelle est votre analyse par rapport à ces événements-là? Écoutez, ce qui s'est passé à ce moment-là, on peut parler, disons, de coup de force, dans la mesure où l'accord qui avait été conclu entre le président de l'époque, Yanukovych, l'opposition pro-Maïdan, dite pro-européenne, et 3 États de l'Union européenne, avait prévu une sortie de crise avec 2 élections, donc élections présidentielles et législatives, et qu'il a été évidemment violé dans la nuit par la fuite du président consécutive à un coup de force, alors que certains appellent un coup d'État, que j'appellerai pas un coup d'État dans la mesure où l'armée n'a pas participé au changement de pouvoir, ce qui est caractéristique d'un coup d'État. En revanche, l'armée et les forces de sécurité n'ont rien fait, ce qui est évidemment ouvre la question de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les chefs militaires et les chefs de la police se retirent en quelque sorte de la défense du pouvoir existant. Donc voilà, donc il y a eu un coup de force qui a précipité la tension qu'on connaît aujourd'hui. D'accord, donc il n'y avait pas l'armée effectivement, donc là c'est quand même une énigme. Oui, pourquoi l'armée n'est pas intervenue dans un sens ou dans l'autre? Bien sûr, elle est restée vraiment. Tout à fait. En revanche, il y avait quand même des milices, des miliciens, parce qu'il y avait des gens qui étaient armés. Quels étaient ces milices? Alors écoutez, ça reste pas totalement clair. Et c'est justement une des grandes questions, c'est-à-dire que dans une situation normale, il aurait fallu une commission d'enquête pour savoir ce qui s'est passé, ce qui n'a évidemment pas eu lieu. Donc ça laisse évidemment la porte ouverte à toutes les suppositions, mais il est clair, et on l'a vu lors des événements de Maïdan, que progressivement des groupes armés plus ou moins liés à des secteurs ou à des partis ou à des groupes que l'on qualifie d'extrême droite, enfin qui sont ultranationalistes et même plus, avec quand même des références à la période de la Seconde Guerre mondiale et de la période de l'occupation nazie ou de la préparation de l'occupation nazie. Ces groupes ont joué un rôle clé dans le changement de régime, et plus tard, beaucoup de ces personnes qui ont participé à ces groupes sont arrivées à des postes gouvernementaux clés, dans l'appareil de sécurité, dans l'appareil militaire, dans l'appareil de justice, ce qui évidemment montre bien qu'on a eu affaire à un changement de régime et à un coup de force. Et il y avait également des snipers. Voilà, alors... On a vu des snipers qui apparemment donc, auraient tiré sur la police, mais également sur les manifestants. Ça, c'est aujourd'hui pratiquement avéré, on est d'accord là-dessus, pratiquement tout le monde est d'accord. La seule chose, c'est qu'évidemment, il n'y a pas eu de commission d'enquête réellement impartiale qui aurait pu statuer d'où venaient ces snipers, ce qui explique évidemment pourquoi les faisceaux d'informations que l'on a laissent supposer que c'était des snipers liés à certains groupes qui vont prendre le pouvoir. Si tel n'était pas le cas, on aurait dû avoir une commission d'enquête pluraliste qui aurait analysé les choses. Comme on n'en a pas eu, évidemment, il ne faut pas s'étonner si on a tous le sentiment que ce sont ceux qui ont profité des événements qui étaient derrière cette tuerie dont on ne sait pas évidemment tous les tenants et les aboutissants. Et est-ce que selon vous, c'est uniquement donc des groupes vraiment locaux ukrainiens qui ont agi, ou est-ce que derrière, il y a quand même, on a entendu Victorien Nuland qui nous a dit on a dépensé 5 milliards d'euros de dollars ces dernières années en Ukraine,
Pourquoi ils auraient dépensé cet argent? Est-ce qu'ils sont quand même derrière? Est-ce qu'ils ont une influence sur les événements? C'est 5 milliards de dollars, puisque ça venait des États-Unis, mais bon, de toute façon, il est clair, si on suit la politique américaine depuis une trentaine d'années, et en particulier celle des néoconservateurs, dont Madame justement Newland fait partie, que la stratégie des États-Unis partout, c'est ce qu'ils appellent le smart power. C'est-à-dire une combinaison de soft power et de hard power. Alors le soft power, c'est tout ce qui passe par le biais d'ONG plus ou moins subventionnées, et le hard power, c'est ce qui en parallèle prépare les terrains au rapport de force et au coup de force. Donc 5 milliards de dollars, on ne sait pas trop s'ils sont allés au soft ou au hard power, mais sans doute qu'ils ont dû aller dans les deux directions. Et est-ce qu'on peut du coup faire une comparaison avec les fameux réseaux Gladio de l'OTAN? Alors évidemment, la chose qui est importante, c'est que la comparaison ne peut pas être faite automatiquement et mécaniquement, puisque ce sont des choses secrètes, mais ce qu'on peut supposer, c'est que si l'OTAN a pu, et aujourd'hui c'est avéré, utiliser des méthodes qui sont totalement contradictoires avec l'état de droit, la démocratie et tout ce qui est officiellement revendiqué. Comme l'OTAN n'a pas été dissous, on peut supposer que ces vieux dossiers n'ont pas fait que dormir dans les tiroirs, mais qu'on a dû les ressortir pour faire fonctionner les choses. Et là encore, c'est toujours la même chose. C'est si ce n'est pas vrai, alors pourquoi ne crée-t-on pas une commission d'enquête internationale qui pourrait vérifier que l'OTAN est devenue pure comme neige et une force de la démocratie et des droits de l'homme? Je voudrais revenir donc sur d'autres événements qui ont lieu depuis, notamment le référendum qui a eu lieu en Crimée le 16 mars. Alors on entend parler dans un camp d'annexion de la Crimée, dans l'autre cas d'un référendum qui serait parfaitement légal du point de vue du droit international. Quelle est votre analyse là-dessus? De toute façon, d'un point de vue, il est clair qu'il y a eu référendum, il est clair que la majorité de la population de Crimée y a participé, que la minorité qui ne voulait pas que la Crimée rejoigne la Russie l'a boycotté, mais que c'est une minorité, donc sur ce plan-là c'est clair. Ensuite, la question de savoir si on peut quitter un État pour en rejoindre un autre, évidemment, pose problème. Il faut d'abord savoir que la Crimée était quand même une république autonome et elle avait donc un statut spécial à l'intérieur de l'Ukraine, c'est un premier point. Il faut savoir aussi que la ville de Sébastopol, à l'époque soviétique, formellement n'avait jamais été annexée à la Crimée, qu'elle constitue un territoire séparé lié à la Fédération de Russie, et que donc c'est déjà une bout du territoire de Crimée dont le statut depuis 1954 n'a jamais été élucidé. Les soviétiques n'étaient pas des grands juristes, il faut penser ça. Premier point. Deuxième point, la question du droit international, ce qui pose évidemment surtout problème, c'est que les puissances qui revendiquent ce droit international ne sont pas des pays neutres qui pourraient, disons, objectivement avoir le droit de poser des questions sur le droit international, mais ce sont celles-là même qui, dans des cas analogues, ont forcé les choses. Je rappellerai donc les pays de l'OTAN au Kosovo, qui l'ont détaché de la Serbie, la France à Mayotte, qui l'a détaché des Comores, la Grande-Bretagne aux îles Malouines, sans parler évidemment des traités que les États-Unis avaient signés avec les tribus indiennes et qui ont été allègrement violés depuis tellement d'années. Donc à partir de ce moment-là, c'est difficile évidemment d'accorder la moindre crédibilité aux puissances qui elles-mêmes ne respectent pas ce droit et qui exigent que d'autres le respectent. Voilà. Et est-ce que le score de 97% vous semble crédible? Oui, dans la mesure où les opposants, et il y en a en particulier au moins 2/3 de la population tatare de Crimée, les opposants donc au rattachement à la Russie, ont boycotté le référendum, et donc c'est plutôt la participation qui est révélatrice plutôt que le résultat lui-même. Ceux qui allaient voter étaient favorables au changement. D'accord. Un autre événement donc, qui a eu depuis, c'était le 21 mars, un accord d'association a été signé entre l'Ukraine et l'Union européenne. En quoi consiste cet accord? Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que ça n'est pas le même accord que celui qui avait officiellement, si je peux dire, inauguré la tension fin novembre 2013, dans la mesure où c'était cet accord d'origine était à la fois politique et économique, alors que cette fois-ci il se limite au volet politique, ce qui est intéressant, parce que ça montre évidemment que le volet économique pose problème et qu'après toute l'ébullition auquel on a assisté, il est clair qu'il est très difficile de faire passer en Ukraine ce volet économique qui prévoyait des réformes
extrêmement douloureuse pour la population ukrainienne. Donc, par prudence, sans doute, on a prévu un accord politique en attendant une hypothétique accalmie qui permettra de faire passer, évidemment, qui permettrait plutôt de faire passer la pilule des régressions sociales que l'on voudrait introduire en Ukraine selon les lois classiques du néolibéralisme et du FMI. D'accord. Donc au cours des mois de mars et d'avril, donc suite à ce coup de force ou ce coup d'État, chacun appréciera, il y a eu des révoltes anti-Maïdan dans plusieurs villes de l'Est et du Sud, notamment Odessa, Kharkov, Slaviansk, avec notamment l'annonce de deux référendums donc, dans les régions de Donetsk et Louhansk, qui ont lieu aujourd'hui, en ce moment même. Quels sont, selon vous, les enjeux, les conséquences possibles de ces référendums? Alors ces référendums, disons, la question est un peu floue puisqu'elle pose la question aux habitants de savoir s'ils sont favorables à l'autodétermination, c'est-à-dire au libre choix de la population, sachant que pour le moment, la réponse n'est pas très claire entre fédéralisation ou rattachement à la Russie, ce qui laisse une marge de manœuvre. Et là encore, d'ailleurs, la question de ce référendum n'est importante en fait que par la participation, puisque comme en Crimée, nous avons un boycott du référendum par les opposants à ces nouveaux pouvoirs qui se sont installés dans ces régions. En fait, ça ouvre un jeu. Alors, on verra évidemment si c'est un jeu de tension armée ou au contraire un jeu de négociation. Ça, c'est l'avenir qui le dira. Ce qui est intéressant quand même dans ce qui se passe dans ces régions de l'Ukraine, c'est que l'on a affaire au moins à un mouvement populaire qui accompagnerait peut-être une action de la Russie, mais rien n'a été prouvé, mais incontestablement, on a des mouvements de grève, des mouvements d'occupation d'usines, et tout un caractère anti-oligarchique qui est important parce que finalement il faut savoir que s'il y a eu un changement de pouvoir à Kiev à la fin février, début mars, fondamentalement le régime oligarchique qui est véritablement ce qui fait souffrir la masse des Ukrainiens et depuis l'indépendance, depuis 1991, n'a pas été remis en cause. Il n'y a qu'à voir le nombre d'oligarques qui faisaient la cour à Yanukovych, qui faisaient la cour à Yushchenko, qui faisaient la cour à Kuchma et qui aujourd'hui sont toujours en train de faire la cour, ou plutôt c'est peut-être le pouvoir politique qui fait la cour d'ailleurs, auprès des oligarques qui derrière gouvernent pour l'intérêt évidemment de l'économie. Le pouvoir central de Kiev a d'ores et déjà dit de toute façon il ne reconnaîtrait pas la légitimité de ce référendum. Il me semble que même Vladimir Poutine a déclaré récemment qu'il fallait peut-être repousser à minima ce référendum. Oui, alors savoir ce que Poutine voulait vraiment derrière ça, c'est une question. Alors là, il faut évidemment se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe en Russie. On nous a habitués, après avoir la Russie comme une espèce d'État totalitaire où tout est contrôlé par un personnage qui serait l'autocrate par excellence. Au contraire, enfin, les analyses montrent bien que le gouvernement russe est aussi un amalgame de différents groupes, différents intérêts, et que très certainement les choix qui sont faits au Kremlin sont le résultat d'arbitrages changeants. Donc savoir si la Russie a une seule politique à l'égard de l'Ukraine, c'est une question. Il y a un jeu qui s'est ouvert. Le pouvoir en Russie a aussi ses propres oligarques avec qui il a des rapports complexes. Donc, j'aurais plutôt l'impression que la Russie aujourd'hui n'a pas encore véritablement tranché sur quelle va être sa politique en Ukraine. En revanche, je pense que il y a une volonté de résister à une Ukraine qui se rapprocherait, voire qui adhérerait à l'OTAN, mais qu'il n'y a pas d'accord sur la façon de lutter contre cela par des moyens, des pressions économiques, des moyens diplomatiques, ou au contraire, des moyens plus musclés. Et est-ce que le fait justement que Vladimir Poutine dise que finalement il n'allait peut-être pas reconnaître la légalité de ces référendums, c'est pas une manière aussi d'apaiser un peu la situation? Ça peut être une manière d'apaiser, ça peut être un jeu diplomatique, ça peut être une tentative d'ouvrir des négociations, ça peut être une tentative de casser une espèce de front en face, parce qu'il faut savoir quand même que parmi
indépendamment des groupes dont on a parlé, une partie de la population qui est sortie dans la rue au moment de Maïdan est sortie dans la rue pour protester contre un gouvernement corrompu et pas forcément par adhésion aux idées d'extrême droite ou par fascination pour l'Union européenne. Je veux dire, les Ukrainiens savent très bien ce qui se passe en Grèce. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont allés passer leurs vacances en Grèce ou en Turquie. Ils connaissent quand même un peu ce qui se passe à l'étranger. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui travaillent dans les pays de l'Union européenne comme travailleurs immigrés. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui travaillent en Russie. Il y en a plus en Russie d'ailleurs que dans les pays de l'Union européenne, ce qui est révélateur de quelque chose aussi. Donc on a quand même une opinion ukrainienne qui n'est pas monolithiquement d'un côté ou de l'autre. Il y a une opinion ukrainienne qui se pose beaucoup de questions, hein, et donc il est clair que cette masse d'Ukrainiens qui pour le moment n'ont pas forcément un avis clair sur un certain nombre de questions, elle constituera une base pour un pluralisme de la société beaucoup plus vaste que celui qu'on nous présente selon les termes manichéens. D'accord. Et je voulais revenir avec vous sur les événements qui ont eu lieu très récemment. On a vu notamment que l'armée ukrainienne est passée à l'attaque, justement, un peu à l'assaut des villes séparatistes. Et il y a eu aussi les événements d'Odessa, hein, qui ont fait un peu le tour du monde, le tour des médias. Mais on a du mal à démêler le vrai du faux. Est-ce que vous avez des informations sur ce qui s'est réellement passé à Odessa? Alors, il y a des informations effectivement contradictoires. Mais là encore, je reviens à la case départ, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on a des informations contradictoires, la seule solution pour démêler le vrai du faux, c'est une commission d'enquête internationale. Or, non seulement nous n'avons pas eu de commission d'enquête internationale, mais nous avons eu une réunion du Parlement ukrainien à Kiev, où l'on a exclu les seuls députés qui pouvaient vraiment poser des questions désagréables, c'est-à-dire les députés du Parti communiste, qui, n'étant liés ni évidemment au pro-Maïdan, ni au clan Yanukovych, on pouvait poser des questions désagréables, surtout que c'est leur région d'implantation, le sud et l'est. Alors, bon, les députés du Parti des régions, vu ce qui s'est passé, ont profil bas, donc en excluant dans un débat à huis clos les députés communistes, c'est toujours la même chose, c'est que le juge qui se juge lui-même. Ça n'a absolument aucune valeur. Donc là encore, la version la plus noire, celle qui dit qu'il y a plus d'une centaine de victimes et qu'il s'agit non seulement de crimes, mais de viols, et cette version-là, par la force des choses, elle devient crédible puisque la partie au pouvoir ne veut pas de commission d'enquête. Mais ces députés communistes, ils ont été exclus des délibérations du Parlement. Concernant cette affaire-là Concernant, oui, entre autres cette affaire-là et toutes les questions de répression. Mais ils n'ont pas été exclus définitivement Non, ils font partie du Parlement. Et pour ce débat-là, le débat a été décrété à huis clos. Comme les communistes ont demandé que le débat n'ait pas lieu à huis clos, on a expulsé les communistes et on a mené le débat à huis clos. Donc, ce qui est quand même pas beaucoup à des instances démocratiques. Voilà, c'est quand même pour l'état de droit. Il y a notamment, on a entendu dire qu'il y avait même des corps qui avaient disparu. On a entendu le chiffre de 126 corps disparus. C'est ça, oui. Bien sûr, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas démontrables. Ce qui est démontrable, en revanche, c'est qu'on sait qu'un certain nombre de personnes ont été tuées, parmi lesquelles, par exemple, un député au conseil régional d'Odessa, donc des personnalités connues, qui, a priori, n'étaient pas des va-t-en-guerre. On a donc une situation où ces violences sont très certainement quand même le fait de groupes politiques qui sont descendus à Odessa, puisque finalement parmi les victimes il y a des gens d'Odessa et qu'on a vu quand même des vidéos où on voit quand même des gens qui ne sont pas d'Odessa parmi les attaquants. Donc il y a très certainement une manipulation quelque part. Effectivement, une partie du dossier est enfouie, mais si elle est enfouie, à qui la faute ? Et là, on voit clairement qu'on a deux versions, mais qui sont quasiment contradictoires. Si on prend les médias occidentaux ou les médias russes, on est dans une logique vraiment de propagande. Alors, on est dans une logique de propagande de guerre, avec quand même cette différence.
c'est que, paradoxalement, par rapport à la période de la guerre froide, où bien entendu les médias de l'Est étaient quand même beaucoup plus centralisés et contrôlés que les médias de l'Ouest, où il y avait un vrai pluralisme politique, puisque dans les pays de l'Ouest, on avait des partis qui allaient de l'extrême droite jusqu'au Parti communiste, donc on avait un vrai pluralisme à l'Ouest. Aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait inverse, c'est-à-dire que la désagrégation du bloc de l'Est a fait qu'à l'Ouest, on a eu le discours monocolore depuis 20-30 ans, ultralibéral, néolibéral, pro-FMI, pro-OTAN, pro-Union européenne, etc., qui s'est imposé, alors que la Russie et d'autres pays, comme l'Iran ou la Chine, etc., comme ils se sont sentis un peu victimes de ce nouvel ordre mondial qu'on voulait créer, ils ont développé leurs propres médias, et que pour pouvoir développer ce propre média, et donc pour acquérir une audience, bien entendu, ils sont obligés de faire preuve d'être crédibles. Et donc, du coup, on a des médias russes, ou chinois, ou iraniens, ou Hezbollah au Liban, ou Al-Manar, ou vénézuéliens, d'autres pays, qui, pour conquérir une audience, font appel à des méthodes beaucoup plus pluralistes que ce à quoi ils étaient habitués. Et donc, aujourd'hui, si on regarde les médias russes, bien entendu qui sont massivement favorables à la politique russe, mais avec des nuances et avec à l'occasion la participation à des débats ou à des interviews de personnalités qui ne sont pas d'accord avec la ligne officielle, chose que dans les médias occidentaux on ne retrouve pratiquement plus. Ça veut dire que les médias russes aujourd'hui, selon vous, ont peut-être même plus de marge de manœuvre que les médias occidentaux. Très certainement. Alors sans idéaliser, c'est pas parce que M. Poutine serait un adepte de la liberté totale, mais c'est parce que M. Poutine est suffisamment intelligent pour comprendre que si la Russie doit conquérir une crédibilité dans le monde, il lui faut montrer qu'elle est capable de se hisser à un certain niveau de pluralisme, alors qu'en Occident, on a cette espèce d'arrogance. Nous avons gagné la guerre froide en 89, nous sommes les meilleurs, on ne se remet plus en question. Donc aujourd'hui, on a une situation qui est exactement l'inverse de celle qu'on avait à l'époque du mur de Berlin, où c'était la propagande soviétique qui était sur la défensive un peu rigide, et les Occidentaux qui laissaient une certaine marge de manœuvre à leurs opposants communistes, anarchistes, trotskistes, que vous voulez. On a vu donc récemment, c'était la semaine dernière me semble-t-il, il y a eu une rencontre entre Vladimir Poutine et le président de l'OSCE. Oui. Dans un premier temps, je voudrais vous demander qu'est-ce que c'est que l'OSCE, parce qu'on entend parler pour la première fois finalement dans cette histoire. Enfin, moi, oui, alors historiquement, qu'est-ce que c'est ? Alors historiquement, l'OSCE, c'est ce qui a été créé dans la foulée des accords d'Helsinki. Accords d'Helsinki d'ailleurs dont on a totalement oublié la teneur, puisque ces accords d'Helsinki prévoyaient entre autres la libre circulation des hommes et des idées, ce qui n'est plus tout à fait le cas. On vient de le voir à propos des médias. Quant à la libre circulation des hommes, c'est plutôt l'Union européenne qui se barricade, plutôt que les pays comme la Russie ou d'autres pays qui sont plus ouverts, qui ont des frontières plus ouvertes que les pays occidentaux. Donc là encore, on a eu un basculement. Donc, ce qui explique évidemment pourquoi on a beaucoup parlé du traité d'Helsinki dans les années 80, puis maintenant plus personne n'en parle. Donc il y a cette OSCE qui est un forum en fait de rencontres entre les anciennes puissances du bloc de l'Est et les anciens pays du bloc de l'Est et les anciens pays du bloc de l'Ouest. La Russie avait essayé d'en faire une instance beaucoup plus influente après la fin de la guerre froide. C'est à ce moment-là d'ailleurs que l'OTAN a bataillé ferme pour survivre et pour faire en sorte que l'OSCE ne remplace pas en fait comme structure de sécurité l'OTAN, parce que ça aurait été une structure beaucoup plus pluraliste, puisqu'elle va jusqu'au Tadjikistan, et donc c'était beaucoup plus consensuel. Donc maintenant effectivement l'OSCE c'est une structure qui n'a pas acquis ce qu'elle aurait légitimement pu acquérir en 89-91, et qui, à l'occasion, puisqu'il y a des rapports de force à l'intérieur, est utilisé par les pays qui sont majoritaires, ou qui surtout les financent, donc c'est toujours plutôt les pays de l'Ouest. D'accord, donc c'est une instance de négociation. C'est une instance de négociation, de rencontre. Qui est présidée par un Suisse aujourd'hui ? Maintenant, oui, effectivement. Donc mais ça n'est plus, je dirais, elle a perdu le souffle qu'elle a pu avoir à l'origine. Ce qui est d'ailleurs très dommage, puisque c'était vraiment l'instance par excellence qui aurait pu être neutre et consensuel et pacifiant les conflits. Et donc le président de l'OSCE a rencontré Vladimir Poutine, il me semble que c'était lui mai. Oui. Est-ce qu'on sait ce qui s'est dit ?
Bah écoutez, ça fait partie des multiples négociations, mais je ne pense pas que ce soit la principale. C'est une façon de montrer qu'il y a des négociations officielles. Je pense que l'essentiel aujourd'hui se déroule en coulisses. Entre Moscou, Berlin et Washington, et que nous n'en savons pas trop sur ce qui se passe et sur ce qui va se passer, parce qu'il y a évidemment des rapports de force entre ces trois États sur la question ukrainienne, mais beaucoup plus sur des questions mondiales. Il faut bien entendu avoir à l'idée que la crise ukrainienne fait partie intégrante de la crise des rapports internationaux. L'Ukraine, d'une certaine façon, c'est la réponse américaine à l'échec américain en Syrie. Donc il y a une vision planétaire des choses, et donc ce qui se négocie à propos de l'Ukraine entre ces trois pays se négocie aussi pour d'autres pays, et ça, évidemment, ces rapports de force se dénégocient dans l'ombre, et on en saura plus tard. D'accord, donc pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui s'est dit. Je voudrais revenir sur les élections aussi qui doivent se tenir le 25 mai, donc quels sont encore les enjeux de ces élections? Là encore, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut le répéter, il avait été prévu à l'origine des élections législatives et présidentielles. Or, c'est quand même les élections législatives qui sont les plus démocratiques parce qu'elles permettent à différentes opinions de se manifester, et surtout à des partis politiques, donc à des programmes, de se manifester. Or, nous sommes dans une situation quand même en Ukraine, puisqu'on a parlé d'association avec l'Union européenne, à la fois de choix géoéconomiques pour l'avenir de l'Ukraine, mais aussi de choix sociaux, quel modèle social. Donc c'est quand même ça que des élections législatives pourraient solutionner. Des élections présidentielles, ce sont des élections toujours très personnalisées, très superficielles, puisqu'en fait les candidats ne sont pas tenus à avoir un programme, et quand ils en ont, ils ne sont même pas tenus à se tenir à ce programme, puisque ce sont des individus. Donc c'est déjà un premier point. Puis deuxième point, comment des élections peuvent-elles se dérouler dans un pays dont une partie du territoire échappe au contrôle des autorités centrales? Je pense évidemment à l'Est et d'une certaine façon au sud du pays, dans lequel une campagne électorale ne peut pas se mener de façon juste, parce que par exemple le Parti communiste ou le Parti des régions a été totalement éliminé des régions occidentales de l'Ukraine. Ces sièges ont été occupés, y compris à Kiev. D'ailleurs, le siège du Parti communiste et du Parti des régions est occupé par les groupes d'extrême droite. Comment peut-on avoir légitimement une campagne électorale dans une situation où des partis sont quasi clandestins dans la moitié du pays? Effectivement. Donc on a vu que l'armée commençait à intervenir sérieusement justement dans ces villes rebelles, on peut dire. Il y a un vrai risque d'embrasement et de guerre civile un peu plus généralisée aujourd'hui? Écoutez, oui. Alors c'est un risque. Le problème, c'est que les choses se négocient entre grandes puissances. On verra si elles arrivent à des conclusions, mais le deuxième élément, c'est que les grandes puissances ne maîtrisent pas tout sur le terrain, et qu'une spirale de violence peut aussi éclater, contrôlée, pas contrôlée, tout est envisageable. Vous savez, la guerre de Yougoslavie s'est commencée par quelques coups de feu, et puis finalement, on sait à quoi elle a mené. Il y a, selon vous, un risque même de conflit international? Oui, bien sûr, parce que, il est clair que pour la Russie, il est absolument exclu que l'OTAN s'installe à quelques centaines de kilomètres de la capitale. Enfin, est-ce qu'on peut imaginer que la Russie installe ses troupes à Ottawa ou à Mexico? On a déjà vu que le petit Cuba, qui pourtant est un petit pays, est considéré par les États-Unis comme le diable en personne qu'il faut éliminer, même aujourd'hui, alors que le camp communiste n'existe plus. Cuba reste sous embargo, et c'est intolérable que cette petite île, malgré la puissance de l'armée américaine à Guantanamo, que cette petite île puisse être aux portes de l'hyperpuissance. Comment voulez-vous que les Russes, ou n'importe quel pays relativement puissant, puisse accepter des troupes étrangères à la porte de sa capitale? C'est évident que pour la Russie, ce serait une mesure de guerre. Donc ça veut dire qu'ils vont être obligés de soutenir les rebelles contre les actions que mène en cours l'armée ukrainienne? À moins qu'un compromis ait lieu, à moins qu'il y ait un changement à l'intérieur de l'Ukraine. Ça n'est pas exclu.
je pense qu'il y a aussi un jeu qui se déroule aux États-Unis même, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, que l'administration russe n'est pas monolithique, l'administration américaine est loin d'être monolithique. Entre Obama et Newland, entre les néoconservateurs et les entre guillemets démocrates, il y a des différences énormes, des différences d'intérêt. On le voit par exemple sur la question de l'Iran, on le voit sur la question d'Israël. On peut supposer qu'il en est de même sur les stratégies à l'égard de la Russie. Donc il peut y avoir un jeu à Washington qui peut pencher en faveur des va-t-en-guerre, comme il peut pencher en faveur des éléments les plus, disons, posés, sachant qu'aux États-Unis, paradoxalement, c'est souvent les militaires qui sont les moins va-t-en-guerre, parce qu'ils savent le prix d'une guerre. On a évoqué tout à l'heure le droit international. Vous avez publié donc récemment sur votre blog un billet titré Ukraine, une étape dans le processus de déconstruction du droit international. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui le droit international est devenu quelque chose d'obsolète ? Alors, obsolète, pas sur le papier, pas dans l'esprit des choses, mais il est clair qu'il a été violé à plusieurs reprises, l'Ukraine n'étant qu'une étape. Le traité d'Helsinki dont je parlais tout à l'heure prévoyait le respect de l'intégrité territoriale des pays, ce qui a été allègrement violé par exemple au Kosovo. La Libye a été attaquée alors que la loi, que l'ONU n'avait jamais donné l'autorisation de bombarder ce pays. En Syrie, on sait ce qu'il en est du droit international, donc l'Ukraine n'est que, je dirais, la cerise sur le gâteau d'un processus de désagrégation du droit international. Alors, est-ce que ça veut dire que le droit international est définitivement mort? On peut avoir des retours. Pour le moment, il est clair qu'il est dans une situation de non-vie à cause d'un déséquilibre qui fait qu'on a une politique de 2 poids 2 mesures. En fait, tout cela, c'est parce qu'on a une rivalité entre les puissances, disons les vieilles puissances autour des États-Unis et puis des puissances émergentes qui remettent en cause l'ordre ou le désordre international qui s'est installé depuis 20 ans. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, le droit international, c'est un peu un outil qui est utilisé finalement par les puissances dominantes pour imposer à chaque fois leur vision et leurs actions? C'est devenu un slogan qu'on utilise quand on essaie d'imposer quelque chose et qu'on croit en avoir les moyens. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'effectivement, l'opinion publique dans le monde aujourd'hui rit. Il faut être objectif, il faut regarder ce qui se passe dans les pays, il faut sortir un peu des pays occidentaux. Quand on parle de communauté internationale, quand même 3/4 de l'humanité, c'est 3/4 même plus, 80% c'est hors d'Europe et d'Amérique du Nord. Les mots droit de l'homme, droit international, démocratie, faut rire dans la plupart des pays de la planète. Je dirais, si on veut avoir des comparaisons, c'est comme les mots socialisme à l'époque brejnevienne. On en riait à Moscou du mot socialisme ou communisme à l'époque, vu ce vers quoi on était arrivé. Aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, avec des mots très nobles, comme démocratie et droits de l'homme, et le mot socialisme est aussi très noble. Donc, on en est dans une situation qui est quand même très dangereuse, parce qu'on arrive à une espèce de cynisme au niveau bien entendu des élites, mais qui se répercute dans les sociétés qui pensent qu'on est dans une situation où c'est le droit du plus fort. Eh bien écoutez, Bruno Odrevski, merci beaucoup pour votre analyse, et puis on va suivre avec attention la suite des événements. On va espérer que les choses se calmeront. Merci. Merci bien. Thank you.